On revient pour la suite et la fin avec les experts avant de parler du Togo et surtout de la finance publique. Le projet, surtout du projet Bonne Gouvernance Financière qui est déjà lancé. On continue notre voyage en Libye puisque ça concerne toute l'Afrique. Au moins 73 migrants portés disparus après un naufrage. Après Eric Johnson, on retrouve notre ami Dominique Lacmont. Oui, c'est vrai, j'épouse totalement les développements les doyens ont fait tout de suite. Mais c'est ce que nous déplorons. Et c'est pour continuer dans le même sens. Il y a même certaines communautés qui encouragent cela. C'est-à-dire que vous allez voir dans une communauté, les gens se cotisent de l'argent pour faire partie de quelqu'un de cette manière en Europe. J'ai mis d'ici, il y avait une information, une sensibilisation à l'endroit des populations. Je ne croirais pas qu'ils peuvent prendre ces risques. Donc, il manque une certaine communication. Oui, voilà, il y a un travail qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. C'est parce que quand je dis ça, c'est que les parents aussi sont ailleurs, les parents sont impliqués. Quand tout un village cotise de l'argent pour faire partie de quelqu'un, parce que la personne doit aller... Ne passez pas les voies normales. Voilà, que non, la personne va aller en Europe, il reviendra, et voilà, et ainsi de suite. C'est comme ça, et puis malheureusement, d'autres n'arrivent pas, et on arrive à ce drame tragique. Donc c'est pour dire que ça, il faut un travail au fond, à la source ici, dans nos pays africains. Il faut que les questions de la jeunesse s'intéressent aux hommes politiques, aux dirigeants et ces gouvernements. Parce que les jeunes, parfois c'est ça, manque d'informations, et manque de sensibilisation. Est-ce qu'on va dire manque de moyens? Quand on dit qu'on peut avoir 1,2 million avant de traverser, quitter le Togo, passant par le Niger, Agadez, et puis on parle de Tripoli avant d'arriver à l'Europe, c'est beaucoup de l'argent. Et cet argent peut faire beaucoup de choses. Donc, bref, il faut cotiser pour aider les jeunes à entreprendre. Voilà, nous avons des terres fertiles, et même déjà avec moins de 1 million dont on parle, on peut s'installer véritablement dans un domaine précis comme l'agriculture, mais pas parce que... parfois, c'est les jeunes qui ont manque d'informations. Ils pensent que quand on est agriculteur, c'est soit même prendre la roue, aller cultiver et faire tout. Mais c'est vrai, et quand on a les moyens, on devient patron. Avec ces moyens, on peut investir ailleurs. Et il faut des mécanismes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut que les États mettent des dispositions qui accompagnent les jeunes dans la sensibilisation, même jusqu'au contrée, à tous les niveaux, que ce soit les diplômés, et les moins diplômés, et ceux qui n'ont pas été à l'école, et ils sont dans nos villages. Et il faut aussi des systèmes pour faire leur suivi. Parce qu'actuellement, tu vas dans un village, ceux qui n'ont pas aussi eu la chance d'aller à l'école, tu vas dans les villages, tout le village est désert. Il n'y a même pas de jeunes. C'est les vieux qui sont à la maison. Tu demandes, mais celui-là, finalement, il n'a pas pu arriver à tel niveau. Tout le monde abandonne la terre. Tout le monde abandonne la terre comme si on doit traverser le désert pour amener quelque chose de bon. Malheureusement, c'est les morts, les jeunes disparaissent, les familles sont en attente pendant des années, on n'arrive pas, on n'a même pas d'informations sur la personne. Il faut vraiment qu'on prenne ces questions-là dans les politiques de développement de nos États. Et le Togo a compris, le président Fagne Singbe, on le voit à l'œuvre, surtout parlant de l'agriculture, Emmanuel Vivien Tomi, ça va pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'installer chez eux et oublier ces chemins difficiles qui mènent vers l'Europe. Oui, vous savez que j'ai eu la chance de suivre la dernière fois le président Fagne Singbe quand il a rencontré les cadres de la région maritime à Tchévier. Et j'ai écouté ces mots. Il s'est adressé directement aux jeunes en disant que, écoutez, cette fois-ci, faites des projets. Il a été clair, faites des projets et emmenez ces projets-là, on va vous financer, on va vous aider. Dans toutes les préfectures, on veut des jeunes qui s'engagent pour la production agricole. Aujourd'hui, le terme qui est plus utilisé, ce n'est pas agriculteur nécessairement, mais producteur agricole. Donc, c'est important. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, il y a des producteurs agricoles qui ont des fermes qui dépassent tout un village du Togo. Et qui utilisent des hélicos pour arroser quand il ne pleut pas, des avions pour arroser.
les cultures quand il ne pleut pas. C'est pas des gens qui vont nécessairement tenir la houe, non, c'est même pas possible. C'est des gens qui s'habillent très bien et qui vont visiter leur champ, parce qu'il y a ceux qui sont recrutés pour travailler, qui sont payés par mois ou par semaine, suivant les contrats. Aujourd'hui, la question de l'immigration clandestine est un fléau qui gangrène tous les États africains. Vous savez, le problème, c'est quoi? La sensibilisation n'est pas forte, parce que si on comprend... Oui. Si ceux qui sont revenus ou sont déportés pouvaient de temps en temps être reçus sur les médias, parler sur les réseaux sociaux, expliquer ce qui s'est passé, je pense que ça va peut-être ralentir l'élan. Vous avez vu avec ce qui s'est passé, je ne sais plus, c'est au Qatar, avec les histoires de... Je ne vais pas donner le nom, mais ça a circulé sur les réseaux sociaux, mais ça a donné un dégoût aux jeunes filles d'Afrique d'aller vers ce pays-là. Oui. Bon, après, le pays va dire que c'était une campagne de désinformation ou bien de désamour qui a été menée, mais on a vu des vidéos qui apparemment n'étaient pas truquées. Oui, justement, c'est pas pour vous couper. Ça veut dire que quand j'étais étudiant, on a suivi un film dont on nous a présenté comment ces immigrants ils traversent leur souffrance à travers le désert. Je pense qu'on devait mettre un mécanisme pour que ça arrive dans les contrées. Comme les gens le font avec les films de Jésus et tout, et dans les vidéos, surtout dans les villages. C'est un travail collectif. Voilà, c'est ce que je dis. En matière de films de sensibilisation, déjà vraiment... en 1963, Sambène Ousmane a fait le film qui s'appelle La Noire 2, où il parle de cette jeune fille qui avait tellement envie d'aller en France et qui est arrivée en France, s'est retrouvée juste dans une maison de midi jusqu'à minuit et finalement elle s'est suicidée. Donc aujourd'hui, c'est reprendre le flambeau de cette sensibilisation. Jusqu'à dans les contrées, dans nos villages, partout dans nos villages. Pire que tout, vous savez, pour un peuple croyant comme les peuples africains, les pasteurs prient et disent, si vous suivez les radios les soirs, je prie sur toi pour que tu puisses voyager. Mais on ne dit pas, je prie pour toi pour que tu puisses avoir un grand domaine champêtre, une grande production d'orangers. On dit, je prie pour toi pour que tu puisses avoir le visa. Je prie pour toi parce que tu vas faire un voyage tout à l'heure. Oui, ça aussi, il faut que les pasteurs soient sensibilisés. On peut prier également pour que les affaires marchent ici au pays. Et quand les affaires marchent, il n'y a aucun milliardaire à qui on refuse un visa pour venir dans un pays. Même, vous savez, même si vous êtes jeune, si on voit un sérieux en vous, il est rare qu'on refuse de vous donner un visa pour aller visiter, pour faire du tourisme, pour même aller en vacances. Mais si on sent que vous faites un effort pour venir, après vous changer de passeport, vous retournez, je vais aller en Roumanie, en Belgique, en France. Mais tout ça là, il y a un système, ils connaissent quand même ceux qui ont l'habitude de faire ça. Donc aujourd'hui, la jeunesse doit prendre conscience. Les gouvernants ont le devoir d'insérer cela dans leur processus, dans leur politique, dans leur programme. Il y a des ministères qui sont chargés justement de ces questions-là. Si on prend le ministère chargé de la jeunesse, ça fait partie de son boulot. Si on prend le ministère des Affaires sociales et autres également, il faut faire des sensibilisations pour dire, attention, l'immigration clandestine n'est pas la solution au problème de la jeunesse africaine. C'est plutôt, la jeunesse devrait plutôt se donner à des activités sur le terrain. Et, comme l'a dit Faure Gnassingbé, le président togolais, il faut effectivement que les dirigeants financent les activités de ces jeunes-là. La production agricole, l'artisanat, la culture, il faut les financer et les encourager à s'installer. Et ceux qui sont partis en mésanfature, qui sont revenus, ont le devoir sacré d'expliquer à ceux qui sont au pays comment ça se passe. Que c'est pas attention, je me suis trompé. Ne faites pas les mêmes erreurs. Les parents qui disent, dès que mon enfant a le bac, il faut que je l'envoie en Europe, et on prête de l'argent pour pouvoir envoyer aux enfants qui sont en Europe, mais alors qu'on a les mêmes écoles ici, en Afrique, pas seulement au Togo, mais aussi dans d'autres pays, pas seulement en Libye, mais on en a dans d'autres pays. Pourquoi ne pas privilégier des études au Bénin à côté, ou bien au Togo, par rapport aux études en Roumanie ou en Groenland, et on prête de l'argent dans une microfinance comme FISEC pour envoyer en Groenland, ou bien en Roumanie pour ses enfants.
Et il y en a qui réussissent, il y en a malheureusement qui deviennent, qui font n'importe quoi. Et qui dilapident aussi l'argent de la souffrance de leurs parents. Attention, changeons de mentalité. Nous pouvons rester en Afrique et être heureux. Il faut que la jeunesse africaine comprenne cela. Eric, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que tous ensemble, nous nous impliquons dans cette sensibilisation. Regardez un peu ce qui se passe au nord du Togo. Dans certains villages, des jeunes quittent, ils vont en aventure et quelques jours après, ils reviennent avec une moto. Et dès que ce jeune-là arrive, c'est-à-dire il est envié des autres jeunes. Et donc, de cette admiration que je dis envie, là, les autres jeunes sont tentés d'aller aussi en aventure. Mais ils ne savent pas ce que ces gens-là sont allés faire avant de revenir. Certains reviennent pour dire, oui, nous sommes allés travailler dans les champs au-delà de nos frontières, c'est-à-dire au Burkina, au Bénin ou au Ghana. Au Nigeria aussi. Et maintenant, plus loin, ils vont au Nigeria ou même au Sénégal. Et ils reviennent avec une moto. Et là, tout le monde veut faire la même chose. Malheureusement, c'est ces jeunes-là qu'on retrouve parmi les djihadistes, parmi les terroristes. Et recrutés, en fait, oui. Parce que là-bas, l'argent, ça sort tout de suite. On vous garantit une moto et on vous dit, mais voilà ce que vous devrez faire. On leur fait un lavage de cerveau. Mais attends, le lavage de cerveau, c'est encore peu. On les hypnose en quelque sorte. Et donc, ces jeunes-là, ils sont capables de venir tuer leurs frères pour ramener une moto. Et donc, les projets aujourd'hui, comme le PURS, projet d'urgence pour la région des Savanes, c'est un vaste projet qui permet quand même de canaliser ces jeunes-là, et ces jeunes-là peuvent profiter de ces projets-là pour ne pas tomber dans ces travers-là qui aujourd'hui constituent un vrai fléau pour notre société. Eric Johnson, gardez la parole. On file immédiatement au Togo où les efforts pour améliorer la gestion des finances publiques se poursuivent. En ce sens, le projet Bonne gouvernance financière a été officiellement lancé ce jeudi 9 février à Lomé, au Togo. Ce projet, c'est quoi concrètement, Eric Johnson? C'est notre première question. Le projet de bonne gouvernance des finances publiques, comme ça se dit, c'est pour améliorer quand même la gestion, la bonne gouvernance, comme on le dit. Et en réalité, depuis un certain temps, le Togo, comme les autres pays de l'UEMOA, est passé à une nouvelle phase, c'est-à-dire la gestion par, comment dire... Périodicité. Non, la gestion par projet, c'est-à-dire que désormais, tous les ministères doivent proposer des projets qui seront financés et donc, comment ils appellent ça, le mot m'échappe un tout petit peu, et exécutés. Et donc, à partir de ce moment, il faut une nouvelle gestion de ces finances-là. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour des comptes a sorti récemment un rapport d'audit sur la gestion du budget exercice 2021. Et dans ce rapport-là, il a été dit clairement que pour les rapports annuels de performance, parce que ces performances concernent en réalité les projets. Et donc, sur 30 ministères, en 2021, seulement 12 ont pu envoyer ces rapports annuels de performance. Ce n'est pas parce que
ces rapports-là n'ont pas été faits dans ces ministères, mais c'est qu'il y a des insuffisances, comme dans le rapport sur la gestion de fonds Covid 2020. Et donc, c'est une nouvelle approche qui permet quand même de mieux suivre les finances publiques. Et donc, le projet Bonne Gouvernance financière, là, va permettre d'améliorer même le recouvrement que fait les recettes, pour les recettes fiscales, oui, à travers l'OTR et les autres sociétés d'État. Cela permet à l'État de mieux organiser ses finances. Ce que ça veut dire tout simplement que désormais, il faut que la chose publique soit bien gérée, tout simplement. Et donc, pour faire ça, le Togo est dans un projet avec l'Allemagne. Et donc, ouais, c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre en place pour pouvoir gérer du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. On parle de 9,5 millions d'euros. Alors, Emmanuel Vivien Toby, ces sous vont servir à quoi? Vous savez, c'est tout un processus qui est engagé. Déjà, vous savez qu'à l'entame du travail de ce gouvernement, il a été dit d'abord que chaque ministère travaillait sur une feuille de route bien déterminée. Ce n'est plus comme avant, on dit, bon voilà les attributions de tel ministère, donc allez-y. Mais vous avez des projets, vous avez une feuille de route, vous avez des obligations et vous devez rendre compte de comment vous l'avez exécuté. Revenons à la bonne gouvernance financière. La bonne gouvernance exige justement une prévision, mais aussi une exécution adéquate, un suivi et un rapport. Cela voudrait dire que, contrairement à ce qui se faisait, où on avait une largesse pour pouvoir agir, aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes. D'abord, avant qu'on ne sorte l'argent pour votre département, il faut qu'on sache ce que vous allez faire avec l'argent. Et quand vous prenez l'argent, il y a des normes que vous devez respecter et un suivi est fait, une évaluation est faite. Et après, votre rapport doit être complet. Si le rapport n'est pas complet, on peut vous rappeler à l'ordre. Il s'agit en réalité de mettre encore plus les moyens de l'État, moyens financiers, mais aussi ressources matérielles, les moyens de l'État au service des actions de développement durable pour les citoyens. Et donc, un contrôle est fait, un suivi est fait. Il y a eu une formation. Si vous allez maintenant dans les ministères, les comptables ou les financiers ont reçu une série de formations qui leur permettent de ne plus agir comme avant. Je vais vous donner un exemple. Si un ministère fait un projet aujourd'hui et voudrait travailler avec des entreprises de presse, attention, c'est tout un processus. Ce n'est plus comme avant où on peut travailler et puis on dit signer une décharge et puis prenez votre sous. Non, bien sûr, les sociétés de presse doivent envoyer maintenant des factures en bonne et due forme. Ça veut dire que ces sociétés de presse aussi sont en bon terme ou bien en règle avec l'OTR, avec les fiscs. Avec les fiscs. Et donc, il y a tout un processus et les choses sont d'ailleurs même numérisées. Un suivi est fait. Et il y a des personnes qui sont chargées de contrôler est-ce que la gestion est bonne. Et donc, il ne faut pas confondre aujourd'hui ce lancement du processus de la bonne gouvernance financière avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid pour l'année 2020. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie plutôt d'une manifestation de l'engagement du président de la République et du gouvernement de tout faire pour que les moyens de l'État soient utilisés pour des activités allant dans le sens du développement durable avec le citoyen togolais au centre des actions. Et ça aura des répercussions également dans les mairies, pas seulement au niveau gouvernemental, mais au niveau déconcentré et décentralisé. C'est sur toute la chaîne. Ouais. C'est-à-dire que dans les mairies aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des maires qui vont dire, écoutez, nous sommes en décembre, sortez 2 millions pour qu'on mette les feux
comment on dit ça, les feux tricolores, ou bien qu'on fasse un peu de lumière ici pour fêter. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'était budgétisé avant? Et donc, c'est sur quel fonds vous allez prélever cela? Et donc, on n'a plus de place à la proximité ou à l'improvisation, mais tout est bien calculé, bien surveillé, et je crois que c'est une bonne chose. Si les délais sont respectés, si les recommandations sont suivies, je pense que dans 3-5 ans, le Togo va connaître un essor économique et nos finances seront encore plus renflouées, nos caisses seront lourdes. Et ensuite, l'argent va rester parce que si tu n'as pas le droit de l'utiliser, tu peux être ministre, tu peux être même président de la République, tu n'y touches pas. Je voudrais ajouter que Tommy a bien fait de soulever cela. C'est dans la feuille de route gouvernementale, la bonne gouvernance financière se retrouve dans l'axe 3 de cette feuille de route gouvernementale. Et donc, je parlais justement du budget programme. C'est budget programme, c'est là où vous, avant d'avoir ces moyens financiers, il faut présenter tous les projets. Et donc, c'est sur la base de ces projets-là que vous êtes évalué. Et donc, comme il a dit, il y a un suivi, il y a un audit qui est fait à la fin pour voir s'il y a eu une bonne gestion des ressources allouées. Tenez par exemple, aucun département ministériel aujourd'hui, ou gouvernemental, ne peut faire un budget sur 1 an. Il est exigé que ce soit au moins sur 3 ans. Parce qu'on s'est rendu compte que les mêmes choses que vous reconduisez pour l'année prochaine, on les retrouve sur 3 ans. C'est le projet et le projet d'investissement public. Voilà. Ouais. Donc, si on a acheté, par exemple, une chaise pour cette année, pour le comptable, c'est un exemple, on ne peut pas encore lui acheter une chaise pour l'année prochaine. Donc, la chaise qu'on achète pour le comptable cette année peut couvrir 3 ans, voire plus. Et donc, ça permet à l'État d'avoir plus de ressources et les fonds sont mieux utilisés parce qu'il y a un regard très, très, très strict sur la gestion à chaque niveau. C'est le partenariat entre le Togo et l'Allemagne surtout qui est en marche, parce qu'en rappel, il faut dire que le projet Bonne Gouvernance financière fait suite au nouveau partenariat conclu entre justement les deux pays en juin 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative du G20 Compact WIF Africa. L'Allemagne nous accompagne juste pour un temps, mais après le gouvernement continue. Voilà. Sur 3 ans. Oui, c'est comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est normal quand on a un gouvernement qui oriente les actions dans les projets de développement. C'est normal qu'on puisse réclamer une bonne gestion des ressources de l'État. Ce projet vraiment était un bon projet parce que il faut vraiment que dès maintenant que les projets, qu'on puisse gérer de façon efficace et efficiente les ressources de l'État. Donc c'est un projet qui vient régler un peu et tout ce qui est gaspillage au niveau des ressources. Je pense qu'avec ce projet, l'État va encore encourager des ressources pour mieux injecter dans les projets de développement. Comme l'a dit les frères, dans certaines situations, il y a des projets qui reviennent à tout moment. On est là, on fait la routine. Il faut aussi, avec ce programme où on dit de faire des projets sur au moins 3 ans, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la même chose chaque année. C'est des projets à long terme et ça va réduire soit un peu des choses, les dépenses liées à toutes choses peut-être, et la gestion aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas véritablement de changer les choses à chaque année, à tout moment, alors qu'il y a d'autres choses qui attendent et voilà, qui clochent quelque part. Il faut injecter de l'argent dans d'autres projets pour avancer. Donc je pense que c'est un bon projet que le gouvernement est en train de mener avec l'accompagnement de l'Allemagne. L'Allemagne ne finance pas des projets comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps d'étudier et comprendre que c'est une bonne chose. Et si ce n'est pas un bon projet, ils ne vont pas accompagner
Et le Togo, dans ce sens, si l'Allemagne a décidé d'accompagner le Togo, c'est parce que le projet, ils ont estimé que c'était un bon projet, et aussi la diplomatie qui joue et les relations qui existent entre le Togo et l'Allemagne est en bon terme. Et c'est une chose à saluer et pour que désormais, au niveau de l'État, les choses soient bien gérées. Et donc, quand il dit que c'est un bon projet et que l'Allemagne ne finance pas les projets n'importe comment, et donc c'est parce que ce projet-là couvre effectivement 3 domaines. Oui, c'est la question que je voulais me poser. Donc, l'amélioration du climat des affaires. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, le Togo fait des efforts pour améliorer le climat des affaires afin de faire venir des investisseurs qui pourront booster notre économie. La deuxième partie, c'est le renforcement des performances agro-industrielles. Oui. Et donc, ça permet, vous savez qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, les forats des producteurs agricoles, FOPATS, et je crois que tout ça là rentre dans ce projet-là où véritablement il faut investir énormément dans le secteur industriel, agro-business, comme on le dit. Et donc là, aussi, il faut que les choses soient véritablement bien gérées pour que ça profite aux agriculteurs, aux transformateurs agricoles et pourquoi pas directement aux populations. Oui. Et donc, la dernière partie, c'est l'amélioration de la gestion des finances publiques. C'est là où je disais que ça devait aider aussi les régies financières de l'État à mieux renflouer les caisses de l'État par surtout l'OTR et les douanes. Et les OTR, aujourd'hui, c'est impôts et douanes en même temps. Donc, voilà. Et la bonne gouvernance est un socle de la démocratie et une exigence de l'état de droit. On ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit sans pratiquer la bonne gouvernance puisqu'elle exige que la gestion des choses publiques soit faite avec un compte régulier et exact à la population bénéficiaire. Vous ne pouvez plus rien faire en ignorant ceux qui sont les bénéficiaires, c'est-à-dire la population ou le peuple. Et vous devez être clair dans votre gestion. Auquel cas, si c'est le contraire, ça ne respecte pas les normes démocratiques. Emmanuel Vivien Tomi, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. L'UFC va bien? L'UFC se porte très bien comme tous les autres partis de l'opposition. Et bientôt, vous allez voir que ce soit le cas, l'UFC, l'ANC, beaucoup de partis vont faire un congrès, comme recommande la nouvelle loi sur les partis politiques. Tous les partis politiques doivent faire un congrès avant le mois de mai ou au plus tard. Oui, vous avez un délai presque tout par la loi. Et donc... Merci également à vous, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Le mouvement, il se porte bien? Oui, le mouvement se porte très bien. Comme on l'a dit ici sur ce plateau, les problèmes concernant les jeunes, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour aller vers la sensibilisation, rencontrer nos jeunes, leur parler de la nécessité de s'auto-employer pour éviter d'éviter ça permet d'éviter les frustrations et puis investir dans les domaines et puis plaider pour que l'État puisse les accompagner également. Donc tout le mouvement est à pied d'œuvre. Merci beaucoup à vous. Merci également à Eric Johnson, journaliste, c'est un doyen, directeur de communication de l'Union. L'Union dans l'Union, tout va bien? Tout va bien, ça va, on se défend comme on peut et on est toujours dans cette dynamique de donner la bonne information, de permettre aux citoyens de savoir comment ils sont gérés au quotidien. Et nous, notre credo, c'est les lois de la République. Qu'est-ce que dit
la loi et de quelle manière cette loi est exécutée sur tous les plans pour permettre aux citoyens de mieux comprendre la chose publique. Merci beaucoup à vous. Eric, merci également à nos chers amis toujours branchés. Vous étiez très nombreux à nous accompagner tout au long de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à vous. Vous retrouverez Samuel Niahu dans l'émission Le Monde en 7 samedi. À bientôt.